Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir en direct dans le studio de Boursorama pour ce premier webinaire Bourse au Live, les rencontres. Restez bien connectés car pendant 2 jours, nous allons vous proposer toute une série de conférences sur le thème de l'intelligence artificielle et de l'innovation. Et on commence aujourd'hui par Société Générale avec Léa Gézéquel. Bonjour Léa. Bonjour Maëla. Merci d'être avec nous. Vous êtes vendeuse de produits de bourse chez Société Générale et vous allez nous expliquer comment utiliser l'effet de levier avec les turbos. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle avec vous, Mathieu Lebrun. Merci, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable analyse technique aux publications Agora. Alors pour commencer, Léa, on commence avec vous. Rappelons que les turbos sont des produits de bourse. Et tout d'abord, très simplement pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'un produit de bourse ? Effectivement, c'est jamais inutile de faire un petit rappel global. Donc les produits de bourse, ce sont des produits financiers qui sont émis par un établissement bancaire. Donc ici, Société Générale en l'occurrence, au sein d'un cadre réglementaire, donc tout ce qui est réglementation MiFID, bien sûr, s'applique à nos produits. Et c'est avant tout un outil de diversification de portefeuille. Pourquoi ? C'est à 2 niveaux, en fait, quand on va parler de diversification. Tout d'abord, au niveau du scénario d'investissement, puisqu'avec les produits de bourse, vous allez pouvoir investir sur la hausse des marchés. Vous allez me dire, jusque-là, rien de très original, ça s'apparente à acheter un titre. Mais avec les produits de bourse, vous allez aussi pouvoir investir lorsque les marchés baissent. Ça peut paraître contre-intuitif, mais on a toute une gamme de produits qui permettent de gagner de l'argent lorsque les marchés baissent. Et enfin, il y a un troisième scénario un petit peu plus, on va dire, alternatif qui permet d'investir sur tout ce qui est mouvement atone. Donc ça va être faible baisse, hausse, mais tout à fait modérée, voire même la stabilité. Donc en fait, l'intérêt de ces produits, c'est de se dire, peu importe ma croyance sur les marchés, je vais pouvoir trouver un produit qui va permettre de profiter de ce scénario d'investissement et m'offrir toute la diversité possible. Ensuite, il y a une diversification qui est possible avec ces produits, aussi au niveau des sous-jacents, puisqu'on va le voir un petit peu plus tard, mais tous les produits de bourse sont adossés à un actif qu'on appelle sous-jacent. C'est ce sur quoi le produit va être basé. Et ces sous-jacents sont très divers. Ça peut être des indices, des actions, des matières premières, des taux d'intérêt. Enfin, vraiment, on a tout un panel de choses qui ne sont pas forcément très facilement accessibles en direct pour un particulier, ne serait-ce qu'un indice. Reproduire le CAC 40, c'est très chronophage et pas forcément très efficace. Pareil, pour se faire livrer du cacao chez soi, c'est pas non plus très facile avec les produits de bourse. Grâce à un seul produit listé, accessible via votre compte titre, vous pouvez directement avoir accès à ces produits. Et enfin, bien sûr, c'est important de le répéter quand même, ce sont des produits qui présentent un risque de perte du capital. On n'est pas sur des produits à capital garanti. On a certains produits qui permettent de protéger une partie de son capital, mais globalement, les produits de bourse sont des produits qui présentent un risque de perte du capital. Alors, comment est-ce qu'on peut accéder à ces produits de bourse ? Alors, très facilement. C'est un de leurs principaux attraits, notamment grâce à l'offre Bourse au Markets chez Boursorama. Vous avez la possibilité de les négocier sans frais de courtage de 8h à 22h au sein de cette offre. Et tout se fait via le compte titre. Ce sont vraiment des produits qui sont faits pour le compte titre, que vous allez pouvoir acheter et revendre à n'importe quel moment. Donc, même quand vous avez un produit avec une maturité, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas du tout bloqué dans le produit. Vous pouvez vraiment faire autant d'allers-retours que vous voulez durant la vie du produit grâce à un code ISIN comme sur une action. Donc, c'est pas plus compliqué. Ces produits sont tout à fait liquides, donc c'est ce dont on parlait, la possibilité en fait d'acheter et de revendre au fur et à mesure de la vie du produit, au cours de chaque séance boursière. Ce n'est pas comme des produits qui peuvent avoir une valorisation unique par jour en fin de journée. Non, les produits de bourse, ça cote en permanence pendant les heures de bourse et vous êtes tout à fait libre de vos allées et venues, j'ai envie de dire, sur le produit. Les prix sont facilement accessibles aussi, puisque vous pouvez le retrouver sur le site de Boursorama, de l'émetteur, Société Générale, mais aussi de la Bourse de Paris. Donc il y a une transparence totale sur le carnet. Et Société Générale se place numéro 1 sur ce segment, puisqu'on a plus de 15 000 produits listés en bourse et que ça fait de nous l'émetteur numéro 1 en France. Il faut préciser, Léa, qu'il y a un risque de perte potentielle sur ces produits. Voilà, tout à fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, ce sont des produits qui ont toujours un risque de perte du capital. Ce risque peut être similaire à celui sur une action quand on parle de produits de rendement. Il peut aussi être supérieur quand on parle, comme aujourd'hui, de produits à effet de levier. On va le voir un peu plus tard, mais ça amplifie la possibilité de rendement, mais aussi le danger associé à ces produits. Alors, on s'intéresse plus précisément aux turbos. Ce sont des produits financiers qui permettent de se positionner à la hausse ou à la baisse sur l'évolution d'une valeur. Léa, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, avant de parler directement des turbos, je vais juste parler un petit peu de l'effet de levier parce que c'est la principale raison, même si on peut faire de la couverture aussi avec les turbo-puts, mais c'est quand même une raison très importante de faire des turbos, c'est d'aller chercher de l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, on retrouve aussi ce terme sous le nom d'élasticité, c'est la même chose. C'est en fait tout simplement l'amplification des mouvements du sous-jacent. Donc, par exemple, si on achète un produit avec un effet de levier de 5 sur une action, à la hausse, si mon action prend 1% dans la journée, mon turbo, il aura pris 5%. Vous allez me dire, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux quand ça se passe bien, c'est plus compliqué quand ça se passe mal. C'est-à-dire que si je me suis trompée de sens, j'ai investi à la hausse et mon action finalement baisse, elle baisse de 1%, à la fin de la journée, mon turbo, il aura perdu 5%. C'est bien pour expliquer en fait que cet effet de levier peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. Il multiplie les gains, attention, il multiplie de la même manière les pertes aussi. Donc voilà, l'effet de levier, surtout quand on n'a pas l'habitude, on commence avec des effets de levier qui sont modérés et on fait attention à toujours bien regarder si ça correspond avec l'évolution des marchés à son profil de risque-rendement. Donc les turbos permettent de se positionner sur des actifs financiers qu'on appelle sous-jacents. Voilà. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelques exemples de sous-jacents ? Tout à fait. Alors là, vous voyez, on a des indices, alors que ce soit européens, américains, asiatiques. Pareil pour les actions, on essaie de couvrir une grande partie du continent, surtout, on en parlait aujourd'hui, avec l'attrait de plus en plus confirmé pour l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a vu notamment sur les valeurs américaines un boom vraiment très très important de l'intérêt des investisseurs particuliers. On va aussi couvrir les matières premières, que ce soit côté énergie, donc avec du pétrole bien sûr, mais aussi du gaz, ce genre de choses. Les métaux précieux, mais aussi métaux plus industriels, et certaines denrées agricoles. On va aussi couvrir les devises et les taux d'intérêt. Donc ça permet vraiment d'investir sur, je crois qu'on propose à peu près plus de 1000 sous-jacents dans notre gamme. Donc on est vraiment sur un panel qui est très large. Donc du coup, comment choisir un produit qui est adapté à son profil parmi ces 1000 sous-jacents ? Alors, en général, les gens qui investissent sur un turbo, ils ont quand même une volonté d'investir, alors peut-être pas sur un sous-jacent en particulier, mais au moins sur une thématique. Et après, c'est vraiment le choix du produit qui va permettre de mettre en place sa stratégie. Mais c'est très important quand on choisit un turbo, d'avoir quand même un scénario directionnel, c'est-à-dire de hausse ou de baisse, fort. Parce que comme ce sont des produits qui amplifient la direction du marché, en aucun cas on va sur ces produits un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. Il faut quand même bien se renseigner. Alors écouter des conférences comme aujourd'hui, c'est une bonne manière de le faire. On a plein d'autres outils qui permettent bien sûr d'aider les investisseurs, des brochures, des vidéos explicatives, des outils de sélection pour les aider à investir au mieux. Alors il y a deux types de turbos, ceux qu'on appelle les turbo call et les turbo put. Voilà, tout à fait. Quelle est la différence, Léa ? Alors les turbo call vont permettre d'investir à la hausse du sous-jacent, donc c'est quand je pense que le sous-jacent va monter, je vais investir sur un turbo call puisque ça va amplifier les hausses dans mon sens. Et les turbo puts, ce sont les produits qui permettent d'investir à la baisse. Mais je vais juste revenir 2 secondes sur le slide d'avant, si vous le voulez bien, Marie-Laure. C'est en fait vraiment le principe de fonctionnement d'un turbo. J'aime bien cette analogie parce qu'elle parle à tout le monde. Pour créer l'effet de levier pour les gens, nous, comment concrètement on va faire ? C'est un peu comme quand vous achetez une résidence et que vous allez demander un crédit et finalement bénéficier du levier du crédit, on en parle souvent. Le turbo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter l'équivalent du bloc rose et du bloc bleu sur ce schéma et l'intégralité du prix de l'actif sous-jacent, la banque va vous prêter toute une partie qui là est en rose, qui s'appelle le financement. Donc la banque va financer une partie du sous-jacent et vous n'allez en financer qu'une partie marginale. Le bloc bleu qu'on appelle ici investissement, qui est l'investissement donc de l'investisseur particulier. Et en fait, le fait que la banque finance une grande partie pour lui, ça va lui permettre d'avoir de l'effet de levier. Donc c'est un petit peu comme bénéficier du levier du crédit. Là, c'est en fait la banque prête une partie de l'investissement et comme ça, l'investisseur peut profiter de l'effet de levier si ça se passe bien et bien sûr subir l'effet de levier si ça se passe mal. C'est-à-dire que pour compléter, je me permets un petit complément, effectivement c'est exactement ce que Léa disait, c'est-à-dire que pour avoir une valeur, une exposition en valeur de marché à je ne sais pas 5 000 €, on a seulement besoin d'immobiliser par exemple 500 € si on a en effet de levier de 10 et donc c'est cette élasticité, cet effet de levier qui fait qu'on a une plus grosse valeur de marché. Donc après c'est dans les deux sens, comme disait Léa, c'est que le risque étant que si ça se passe mal on peut perdre plus, mais à l'inverse si ça se passe bien on peut gagner plus. Donc voilà, c'est le petit complément. Merci Mathieu. Donc je reviens à ma question turbo call, turbo put, puisque la différence est très importante. Ah bien sûr, turbo call pour investir à la hausse, turbo put pour investir à la baisse. Alors il y a aussi la question de l'échéance qui est essentielle quand on investit dans les turbos. Oui. Pourquoi ? Alors l'échéance,
Je vais peut-être en parler un tout petit peu après si vous voulez bien, Marie-Laure. D'abord, ce qui est important de regarder, c'est vraiment les principales caractéristiques de ces produits. Donc d'abord, on a le prix d'exercice ou le strike en anglais. Donc ça, c'est le niveau de financement du produit. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, en fait, finalement, c'est là où s'arrête la barre rose. C'est ça le strike. C'est le niveau jusqu'auquel l'émetteur finance pour l'investisseur son exposition. Ensuite, on a la barrière désactivante, qui est vraiment le niveau à surveiller, puisque c'est le niveau qui désactive le produit. Si jamais le sous-jacent atteint ce niveau pendant les horaires d'ouverture du sous-jacent, le produit va être désactivé. Une fois qu'il est désactivé, il ne peut pas revenir à la vie. Ça veut dire que soit il est désactivé sans aucune valeur, soit il est désactivé avec une valeur de remboursement. Il y a plusieurs familles de turbos. On n'en rentrera pas trop dans le détail aujourd'hui, sinon ce serait un petit peu long. Mais voilà, sachez que sur certains produits, la désactivation ne veut pas dire forcément perte totale du capital investi. Mais en tout cas, une fois que le produit est désactivé, il ne peut pas revenir à la vie. Et donc, un des intérêts aussi de ce produit, c'est que le mode de calcul de la valeur intrinsèque de ce turbo, elle est très simple puisque ça revient à faire une soustraction. Dans le cas d'un call, ça va être le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice. Cette soustraction, on l'a juste de la parité du produit, qui est une sorte de dénominateur pour tomber sur des prix de produits à peu près tous cohérents. Et la valeur intrinsèque du turbo put, c'est l'inverse. Le prix d'exercice moins le cours du sous-jacent, divisé par la parité du produit. Donc ça permet vraiment en fait d'approximer en très grande partie la valeur du turbo, ce qui est assez aisé finalement pour les investisseurs. On a d'autres produits à effet de levier comme les varants par exemple, qui ont beaucoup plus de paramètres de valorisation qui rentrent en compte, comme l'échéance, la volatilité. Là, à 90 pour 95%, le prix d'un turbo, ça va être une soustraction et il n'y a que le cours du sous-jacent à regarder. La seule petite autre chose qui est marginale, vous voyez dans le camembert à regarder, mais qui est quand même importante de comprendre, c'est ce qu'on appelle la prime de risque de gap. Parce que quand un investisseur achète un turbo, au pire des cas, il va être désactivé, il va perdre tout son argent. Vous allez me dire, c'est pas très gai, effectivement. Mais en face de ça, l'émetteur, Société Générale, quand quelqu'un initie une position, nous, on va couvrir cette position. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'inverse du client. C'est pas le casino, bien entendu. On va couvrir cette position et donc on est aussi exposé au mouvement de marché. Et lorsque le scénario ne se réalise pas et que le produit est désactivé, nous, on n'a pas de protection qui coupe notre perte à zéro. Potentiellement, quand on va déboucler cette position qu'on a initiée, on va être en perte et perdre plus que ce qu'on a investi. Et du coup, c'est ce sur lequel on souhaite se couvrir avec cette prime de risque de gap. En fait, c'est une assurance qui est intégrée dans le prix du produit pour que l'émetteur ne soit pas trop en danger si jamais un gap se produit. Donc bien sûr, cette prime de risque de gap, on en parle surtout, elle est surtout conséquente lorsqu'on est proche d'une désactivation parce que la probabilité que ça arrive est un petit peu plus forte. Donc cette question de la barrière désactivante, elle est différente de l'échéance. Ce sont deux choses différentes. Tout à fait. Il faut bien comprendre peut-être. Il y a deux éléments qui peuvent mettre fin à la vie d'un produit, d'un turbo. C'est soit le sous-jacent qui touche la barrière désactivante. Donc là, vraiment, on s'est trompé de scénario et ça va très loin. Alors bien sûr, on peut mettre des stop-loss pour se protéger de ça. Il faut toujours travailler ses ordres pour justement éviter d'aller jusqu'à la désactivation. Mais c'est un élément qui peut mettre fin à la vie du produit. Et le deuxième élément qui peut mettre fin à la vie d'un turbo, c'est l'échéance. Alors on a des turbos qui sont sans échéance, toute une catégorie. Et donc là, bien sûr, il y a seulement la désactivation qui peut mettre fin à la vie du produit. Et sur ces turbos sans échéance, en fait, on a un prix et une barrière qui sont ajustés en fonction des taux d'intérêt dans le temps, puisque, je vous l'ai dit, en fait, un turbo, c'est comme si la banque vous prêtait une partie de l'investissement dont vous avez besoin pour investir sur une valeur. Et donc, si on sait combien de temps au maximum l'investisseur peut rester, c'est pas compliqué d'appliquer des taux d'intérêt, mais si ce sont des turbos sans échéance, potentiellement, on pourrait rester 3 ans, 4 ans. Donc, en fait, on est incapable à J0 de dire combien de taux d'intérêt doivent être chargés. Donc, c'est une manière, en fait, de charger ces taux d'intérêt au client, c'est de le faire au fur et à mesure du temps pour, bien sûr, lui laisser la possibilité de rester très longtemps ou pas longtemps et que ses clients ne soient, bien sûr, pas traités à la même enseigne. Ça, c'est un choix important à faire lorsqu'on est investisseur. Il faut vraiment se poser cette question. Exactement. Est-ce qu'on a un scénario défini dans le temps ou est-ce qu'au contraire, c'est une conviction d'un peu plus long terme sur laquelle on va choisir un effet de levier qui va être beaucoup plus raisonnable aussi. Mais par contre, on peut se dire, bah, tiens, moi sur l'or, je suis aussi à horizon 1 an. Je prendrai un effet de levier de 2 pour dynamiser un peu les choses, mais peut-être je sortirai dans 2 mois, peut-être je sortirai dans 1 an, ça c'est très important. Versus les turbos à maturité fixe, où là, seule finalement la désactivation va mettre fin à la vie du produit en cours de vie, mais il y a aussi la maturité qui de toute manière va venir marquer un temps d'arrêt. Et sur ces produits, la barrière et le prix d'exercice, pour le coup, sont fixes et ne bougent pas dans le temps. Alors pour bien comprendre Léa, vous nous proposez un cas pratique qui va s'afficher. Tout à fait.
Un cas pratique, alors sur le CAC 40, donc quand j'ai fait cette simulation, on était autour des 7100 points, vous me pardonnerez le petit décalage avec aujourd'hui. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai pris la simulation d'un investisseur qui est haussier sur le CAC 40. Donc le CAC est en ce moment à 7100 points. Il va choisir un call, bien sûr, puisqu'il est haussier. Et il va choisir un call avec un prix d'exercice à 6675 points. Ça veut dire que son produit, si on veut faire une analogie, ça lui permet d'acheter quelque chose qui vaut 7100 points aujourd'hui, 6675. Voilà, c'est ça l'intérêt globalement du produit. Donc la barrière désactivante, elle est au même niveau que le prix d'exercice, puisque ici on est sur un turbo à maturité. Et du coup, la situation initiale pour calculer la valeur intrinsèque du produit, je vous l'ai dit, c'est très simple. C'est une soustraction entre 7100, le cours actuel du sous-jacent, 6675, le prix d'exercice, divisé par 100, qui est la parité du produit. La parité, en fait, c'est le nombre de turbos qu'il faudrait acheter pour couvrir une unité de CAC 40. Donc c'est juste un diviseur, ce n'est pas un critère de sélection ni quoi que ce soit. Ça permet de proposer des produits qui unitairement ne sont pas trop chers, puisque ça aussi on n'en a pas parlé, mais les produits de bourse, si vous voulez, vous pouvez en acheter qu'une seule unité. C'est pas forcément, il n'y a pas de montant minimum pour investir sur les produits de bourse, ce qui en fait aussi un intérêt important. Donc vous voyez, quand on fait cette opération, la valeur intrinsèque du produit, c'est 4,25 €. On va y ajouter ma fameuse prime de risque de gap en cas de knockout marqué et important, qui est de 3 centimes sur ce produit. Donc on arrive à un cours global du turbo de 4,28 €. Ça, c'est notre situation de base. Alors après, il y a deux cas. Soit j'ai raison, soit je me suis trompée. Donc on va commencer par j'ai raison. Le CAC monte bien, il passe de 7100 points à 7200 points. On refait la même opération pour calculer la valeur intrinsèque du turbo, sauf que là, au lieu de 4,25, on va avoir 5,25. On a toujours un risque de gap qui est inchangé à 3 centimes. Et là, donc, on voit que mon cours du turbo, il est passé de 4,28 à 5,28. Ce qui fait une performance pour le turbo de 23,36%. Quand le sous-jacent, lui, n'a progressé que, entre guillemets, de 1,41%, puisque la performance entre 7100 et 7200, c'est 1,41%. Donc vous voyez que le différentiel ici entre plus 1,41% sur le sous-jacent, plus 23,36% sur mon turbo, ça fait un effet de levier de 16,56. Ça veut dire que mon produit, mon turbo, il a amplifié par plus de 16 les variations du sous-jacent. Alors vous allez me dire c'est merveilleux. Effectivement, dans ce sens-là, c'est tout à fait merveilleux. Ça l'est beaucoup moins quand on se trompe, puisque là, je vous ai pris un cas où on se trompe et un cas où on se trompe beaucoup, puisque non seulement le CAC 40 baisse, mais il baisse très fortement. Il baisse à tel point qu'il passe sous les 6675 points. Donc ça fait une baisse à peu près de 6% du cours du sous-jacent, donc on est quand même sur une baisse qui est importante, mais ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, notre turbo, il est désactivé. On n'est même pas en perte, là, on est carrément en désactivation, puisque la barrière était à 6675 points, et donc il perd l'intégralité de l'investissement mis sur le turbo. Voilà, donc l'effet de levier à manier avec précaution. Pour finir, Léa, très concrètement, comment investir dans des turbos ? Alors, chez Boursorama, grâce à l'offre Bourso Markets, où vous pouvez tout simplement, via votre compte titre, acheter à l'aide d'un simple code ISIN un turbo de 8h à 22h sans frais de courtage. C'est noté. Merci beaucoup, Léa. Je vous en prie, Marie-Laure. Je me tourne vers vous, Mathieu Lebrun. Léa l'a expliqué, il y a différents styles de turbos, les turbos sans échéance et les turbos à maturité. Est-ce que vous utilisez les turbos avec une date butoir pour vos conseils d'investissement dans le cadre de votre métier ? Alors, moi, j'affectionne beaucoup les turbos illimités, justement. Alors, comme le disait Léa, il y a peut-être un peu moins d'effet de levier en général, mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas bloqué par une date butoir, c'est-à-dire que moi, il y a quelque chose que j'aime bien, enfin une méthode pratique, une application pratique et concrète, c'est de suivre l'adage qui veut que une position, en tout cas moi ce que j'applique, une position de moyen terme, c'est une position de court terme qui a bien tourné. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en pratique. Alors voilà, on sait que les marchés sont volatiles, etc., mais j'ai pas envie de me retrouver bloqué. Par exemple, j'ai eu des positions sur l'or, on en a pas mal parlé l'année dernière, et donc en fait j'aime bien ne pas me dire tiens, je vais devoir sortir de la position parce que mon produit arrive en échéance le mois prochain ou des choses comme ça.
Donc avec l'illimité, comme le disait Léa, la seule chose qui peut me faire sortir, c'est si mon scénario s'invalide et que ma barrière est touchée. Mais au moins, je maîtrise le temps, alors avec évidemment des parenthèses et des choses comme ça, mais au moins il y a vraiment cette notion, c'est uniquement le cours, le prix et le cours du sous-jacent qui soit me donne raison et me fait maintenir la position, ou si ça l'infirme, me fait sortir. Mais ce n'est pas une question de changement, enfin, ou de perte de temps ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc, alors après, peut-être pour faire la transition, du coup, avec moi, ce que j'ai en tête pour cet été 2024 sur cette thématique, en utilisant du coup des produits dérivés que sont les turbos, il y a deux choses que j'ai en tête. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la partie des indices chinois et notamment d'Alibaba, autour de la thématique, encore une fois, de l'intelligence artificielle. Et juste après, je vous parlerai du cas d'NVIDIA qu'on ne présente plus. Voilà, donc deux angles un petit peu différents. Alors, donc, dans le premier aspect, le scénario, là, le graphique que vous voyez, c'est le graphique de l'indice de référence chinois, donc le SSE Composite. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu l'homologue du CAC 40 en Chine ou du S&P 500 aux États-Unis. C'est vraiment la bourse de référence là-bas. Et comme dans le CAC 40, quand on a du Total, du LVMH ou pour le S&P 500, du Nvidia, des gros poids lourds du Amazon, dans le SSE Composite, on a des poids lourds, notamment Tencent, c'est un gros acteur qui est plus présent dans le divertissement, dans les jeux vidéo. Et on a notamment donc Alibaba qui a ma préférence cette année, enfin depuis plusieurs semaines. En fait, c'est une valeur que je surveille parce que je pense qu'il y a un rattrapage qui pourrait se faire, c'est-à-dire que on va afficher, j'y reviendrai peut-être juste après sur le cas de l'indice chinois. Là, donc je suis passé sur le graphique d'Alibaba. Donc là, vous voyez, j'ai affiché un historique de cours où on voit qu'on a quasiment 10 ans de cotation. Enfin, peut-être 8 ans en zoomant un petit peu. Donc depuis 2016, on a un titre, vous voyez, qui est depuis là dernièrement retombé sous les $100. Donc là, c'est la cotation à New York en dollars. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'on était monté à 300, qu'on est sous les 100. Alors, en bourse, il ne faut jamais présager de rien. Moi, j'ai toujours des invalidations, c'est-à-dire des seuils stop, c'est-à-dire par rapport à ce que Léa a expliqué avant, c'est que en fait, quand on est sur des turbos, il y a deux options. C'est soit vous laissez le turbo se désactiver et l'atteinte de la barrière se faire dans le cas d'un turbo call. Par exemple là, sur Alibaba, si on a un turbo call, donc on a une barrière peut-être, on va le voir, à 60, on a plusieurs choix. Vous voyez, là j'ai pris ce screenshot sur le site Société Générale. Quand on veut se positionner dans l'anticipation d'une hausse d'Alibaba, on a plusieurs produits disponibles et donc en fait ils sont classés en fonction du prix d'exercice et de la barrière pour s'invalider, enfin pour infirmer. C'est-à-dire, comme le disait Léa, si on touche la barrière, le produit ne code plus. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux options. Soit en fait choisir une barrière qui va correspondre un petit peu à notre infirmation de scénario. Ça peut par exemple être les 50 ou les $60. Vous voyez le gros support bleuté avec les flèches vertes. Moi après, dans mon approche, je préfère mettre ce qu'on évoquait juste avant, des stop loss. Je crois que c'était Léa qui en parlait, c'est-à-dire des coupes-circuits un petit peu qui me font sortir sans forcément attendre la perte totale. C'est-à-dire que moi là par exemple dans le cas d'Alibaba, si j'attendrai pas forcément qu'on retombe sur le rectangle bleuté pour m'infirmer, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de voir, pour que mon scénario se confirme, un franchissement, vous voyez, de la résistance jaune oblique qui, si je dois avoir raison, devrait se faire là, pendant l'été idéalement. Et si ce n'est pas le cas, en fait, moi, si les derniers points bas d'Alibaba viennent à être cassés, je sortirai. C'est-à-dire théorie de dos. La théorie de dos, la base, c'est qu'un actif est haussier quand il fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut également. Et donc, dans le cas d'Alibaba, si les derniers creux venaient à être cassés, ça voudrait dire qu'on est sur un titre qui fait des plus bas de plus en plus bas. Et donc, ça invaliderait ma vue haussière sur Alibaba. Donc après Alibaba, juste pour terminer, c'est vrai qu'en termes d'actualité, de news flow, il se développe beaucoup dans l'intelligence artificielle. En termes de valorisation par rapport à ce qu'on a aux États-Unis ou du Nvidia ou des choses comme ça, où c'est un peu la bagarre pour le cap des 3 000 milliards de dollars. On est sur des valos 3 fois moins élevés sur Alibaba. Et donc, ce
qui me laisse penser qu'il y a quand même un gros upside sur ce genre de dossier, d'autant que voilà, Alibaba, c'est le pendant schématiquement d'Amazon en Chine, et on a des géants comme LVMH qui travaillent avec Alibaba, pas mal de développement d'Alibaba en elle-même dans la thématique justement IA. Ils ont racheté une start-up chinoise là dernièrement, c'est Minimax, c'est justement dans l'intelligence artificielle. Ils ont développé ce qu'ils appellent Emo, donc c'est des choses pour animer des images qui pourraient être pas mal convoité sur pas mal de segments technologiques, on va dire. Bref, on a vraiment des gros investissements qui sont faits de la part d'Alibaba là, ces dernières semaines et mois autour de cette thématique, et on voit, quand on voit aux États-Unis la hype que ça engendre, c'est-à-dire que symptomatique de la chose, c'est Apple par exemple, qui a longtemps été un petit peu le vilain petit canard en comparaison d'NVIDIA. Il a suffi que sur la conférence de presse, il y ait des évocations de perspectives autour de l'IA pour que l'action flambe de 15%. Voilà, on a eu plein d'exemples comme ça, des oracles ou des choses comme ça où les résultats ne sont pas forcément excellents, et il suffit que le terme IA soit ingéré et la CAPI prend 20% en 48 heures. Et donc par rapport à Alibaba, je pense qu'ils ont vraiment, ils en ont vraiment en réserve. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment un upside conséquent sur ce genre de dossier. Voilà. On a assez peu de temps pour finir l'émission, Mathieu. Donc on l'a compris, sur Alibaba, vous êtes à la hausse. En revanche, sur Nvidia, vous êtes plutôt, alors très rapidement, sur un scénario baissier. Je suis plutôt sur un scénario correctif. Alors après, il y a différentes raisons à cela. La valorisation, en premier lieu, c'est très cher. Ça se paye, je crois, 40-45 fois les bénéfices à l'instant T. Comme toujours, si les bénéfices continuent à croître au rythme auquel ils croissent depuis 2 ans, il n'y a pas de raison que ça baisse. Maintenant, il y a quand même, à mon sens, des épées de Damoclès sur le dossier spécifiquement. Par exemple, historiquement, Nvidia, c'était vraiment dans les cartes graphiques, les AMD. Moi, il y a 20 ans, quand j'avais pas d'enfant, j'étais sur des jeux des types World of Warcraft, et c'était vraiment avec AMD par exemple, ou Intel, ils se tiraient un petit peu la bourre sur le marché. Là, c'est vraiment Nvidia qui part tout seul, et je pense que les AMD ou tous les autres vont pas en rester là, et je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup plus peut-être des conglomérats qui se forment ou des rapprochements pour essayer de rattraper le retard. Et si ça doit être le cas, on l'a vu d'ailleurs en début d'année, il y avait Microsoft qui avait fait une annonce, qui avait à l'époque fait un petit peu trébucher Nvidia, qui commençait à se dire comment je peux moins dépendre d'Nvidia. Et donc là, je pense que le marché à l'instant T price le meilleur des mondes pour Nvidia dans les 5 ans ou 10 ans. Et voilà, étant donné la valo actuelle, je pense que le moindre petit couac peut donner un petit peu d'argument au scénario, enfin à l'adage de marché qui veut que les marchés montent par l'escalier et baissent par l'ascenseur. Je ne serais pas étonné que dans le cas d'NVIDIA, au premier couac ou au signe de ralentissement, en plus il y a tous les insiders d'NVIDIA qui vendent. Alors j'ai pas affiché la chose, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de marquant qui me rappelle en fait Tesla il y a 2 ans quand c'était la hype du moment. Et on voit que Tesla depuis 2 ans ne fait que baisser. Je ne sais pas s'il en sera de même pour NVIDIA, mais voilà. Message prudent en tout cas me concernant pour l'été 2024. Ouais. C'est bien noté. On va finir très vite avec quelques questions posées par les internautes. La première pour vous, Léa. Quels sont les principaux avantages d'investir dans l'intelligence artificielle via des turbos par rapport à d'autres sous-jacents ? Alors c'est surtout parce que l'intelligence artificielle, même si on a quelques champions européens comme ASML, il y a beaucoup quand même de valeurs technologiques américaines dans l'intelligence artificielle, et que c'est pas toujours aisé d'investir en dollars sur des valeurs. Grâce aux produits de bourse, vous pouvez investir aussi via un produit coté en euros. Donc je dirais que pour les valeurs US, c'est très intéressant. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, donc on va en rester à une seule question téléspectateurs. Restez bien avec nous. Le programme continue sur Bourse Live. Prochain rendez-vous à midi pour le webinaire sur L'Oréal. Excellente journée à tous.